messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Hebdo Show, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité nationale et internationale. Ce soir, on va parler beaucoup de politique internationale, mais également de politique nationale et surtout de débats du moment, notamment dans la région du Maghreb. Avant de commencer l'émission, bien sûr, j'accueille nos experts et nos chroniqueurs. Fouad Chergui, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Faisal Mataoui, fidèle à son poste, toujours aussi élégant, Faisal. Merci beaucoup, Salim. Bonsoir. Mediapro te manque? Un peu, oui. Un peu. Avec Sofiane Baroudi, qu'on salue. Avec Sofiane Baroudi, qu'on salue, qui est justement en régie. Mederzal. Bonsoir à toutes et à tous. Marhaba bikoum. C'est Toujours, un plaisir de vous retrouver tous les samedis soirs pour les deux shows. Toujours aussi... En forme, toujours. En Mais forme. on m'a attaqué dans les couloirs. Madame Salem, qui est Madame Salem, qu'on va retrouver en dans la deuxième régie, partie. m'a Hein. attaqué frontalement en me disant « Laisse-moi parler, laisse les autres chroniqueurs parler ». Donc ce soir, je vous promets, messieurs, de vous laisser un peu plus de temps de parole. Je vais essayer de me coudre la bouche. Non, tu es toujours Voilà. aussi élégant dans justement Dans la mes communication. Merci. Nous cher accueillons ce soir un invité de marque, c'est le journaliste Haïdar Haïdoura, ex-correspondant de LBC à Alger pendant plus de 45 ans et aujourd'hui représentant du site L'U'bat al-Oumam de Sami Klib. Marhaba bek. اهلا وسهلا Et شكرا bienvenue Haïdar. شكرا على الدعوه ميرسي pour l'invitation شكرا Bien sûr, tu peux t'exprimer en arabe, je sais que tu es un journaliste arabophone, mais vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Bien sûr, le spécialiste de l'actualité internationale, Sami Qaïdi, bienvenue, toujours fidèle au poste. Bonsoir. Et effectivement, encore une fois, cette semaine, elle est riche en événements sur le plan international que l'on décryptera tous ensemble. Voilà, et en deuxième partie, bien sûr, on va accueillir notre belle et talentueuse Yasmine Sellam, qui parlera sûrement de pâte à tartiner. Jingle et on revient au débat. Alors l'événement du moment, ou d'actualité du moment ces derniers jours, c'était bien sûr l'investiture du président Abdelmadjid Tebboune, un événement national mais qui a été très suivi à l'international. Madir Zar, vous étiez présent, c'est un événement important, un deuxième mandat mérité et qui donne la voie à un futur bien sûr très attendu. Prometteur. Ben écoutez, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invité à l'inauguration, à l'investiture du président de la République pour la cérémonie. Pour sa réélection, pour son second mandat. On était d'ailleurs, toi et moi ensemble, une investiture forte, une investiture pleine d'ambition, une investiture avec beaucoup d'informations. Le président a fait un discours où il a développé ses ambitions pour les 5 prochaines années. Beaucoup de projets pour une Algérie victorieuse, comme il l'a dit à de nombreuses reprises. Nous étions à peu près 500. Nous l'avons entendu avec beaucoup de respect et on a écouté les mots du président d'une justesse assez impressionnante. Il a parlé de souveraineté nationale, il a parlé de souveraineté alimentaire, il a parlé de souveraineté économique, de souveraineté sécuritaire. Et les mots ont été à la fois touchants, poignants et surtout sincères. Moi, quand j'ai écouté le discours du président de la République, j'ai vraiment vu la sincérité de ces mots et avec toute la volonté qu'il a de réussir pour un second mandat, tout ce qu'il a entamé déjà pendant son premier quinquennat, nous allons vers des chemins, je l'espère, Inch'Allah, radieux. Il y a eu des phrases qui ont été plus, on va dire, plus poignantes que d'autres. Quand on parle de 400 milliards de dollars de réserve de change pour 2027, pour la moitié du second quinquennat, et qu'on parle de 15 milliards de dollars de recettes budgétaires hors hydrocarbures, c'est une ambition économique réelle. Il faut savoir que maintenant, dans le monde dans lequel on vit en 2024, pour avoir une souveraineté nationale, il faut avoir une souveraineté économique. Voilà. Les pays qui n'ont pas de dette, les pays qui avancent avec leur argent, les pays qui avancent avec leurs propres réserves de change, avancent plus vite, plus fort,
et avance beaucoup plus durablement. Donc le président a refusé à recourir à la dette lors de ses premiers mois. Il a eu raison. Le temps lui a donné raison. D'accord ? Le temps et le maître des horloges lui ont donné raison de ne pas aller vers l'option de facilité. Parce qu'un président de la République fraîchement élu, quand il voit comme quoi tu n'as pas beaucoup d'argent dans les caisses, lors de son premier mandat, lors de sa première année, vous connaissiez tous, selon les désirata de la Essaba, dans quel état étaient les caisses de l'Algérie, on avait une option de facilité qui était de s'endetter. Le président a refusé cela immédiatement. Et donc, il a laissé la souveraineté économique au pays. Et c'était un choix judicieux, la preuve, c'est que maintenant, on a des horizons beaucoup plus beaux, enfin beaucoup plus, je ne sais pas comment expliquer ça, mais des horizons beaucoup plus viables. Et nous allons arriver justement à diversifier notre économie et à multiplier les rentrées d'argent hors hydrocarbures, parce qu'on nous considère souvent dépendants de l'hydrocarbure. Quand vous faites un prévisionnel sur 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, il y a beaucoup de pays qui nous envient ce modèle économique-là. Donc voilà, un discours de fermeté aussi, sur un point de vue sécuritaire. Il a rappelé les enjeux sécuritaires actuels autour de l'Algérie. Il a rappelé les enjeux sociaux avec une création, enfin une construction de plus de 2 millions de logements pour les 5 prochaines années. Peu de pays peuvent le faire actuellement et nous sommes fiers d'être algériens et d'avoir un avenir dans ce pays qui a des jours radieux devant lui, Inch'Allah. Avant de poursuivre le débat, on écoute un extrait justement du discours du président de la République. إن الأمانة التي أستمر في حملها بوفاء لثقة الشعب وإخلاصا للوطن والعهد الثانية الذي يقع مجددا على عاتقي بتفويض وثقة منكم في هذه المرحلة الحساسة لما يميزها من تحديات على المستوى الداخلي والصعيدين الإقليمي والدولي. إن تلك الأمانة وذلك العهد يدعواني في هذه المرحلة لشحذ العزائم وحشد القدرات من أجل تعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية، وهي إنجازات ومكاسب واضحة لا يخفيها نكران ولا يحجبها تدليس. Voilà, c'était le discours du président de la République lors de la cérémonie d'investiture. Faisal Matawi, ce discours était très écouté et très attendu de la part des observateurs, mais aussi de toute la corporation de la presse, et dans laquelle il a un peu développé sa vision du futur pour le second mandat. Oui, on est déjà loin, Salim, du 19 décembre 2019, la première prestation de serment du président Abdelmajid Tebboune. L'Algérie à l'époque venait de très loin. Il y avait des appels pour une période de transition, des élections présidentielles annulées ou reportées à 2 reprises. 5 ans après, comme Mahdi l'a expliqué, l'Algérie est revenue de loin. Et là, le président, d'abord, il y a eu une grande élégance politique. Le président Tebboune a reçu ces 2 autres candidats après l'investiture. Youssef Aouchiche du Front des Ports. C'est la première du genre. Hein. C'est la première fois. Jamais, mon savoir, jamais, parce que j'ai suivi beaucoup de cérémonies de prestation de serment par le passé. C'est la première fois qu'un président élu reçoit avant de concurrents. débuter son discours, il a remercié les 2 candidats. Il les a salués, il a parlé d'une campagne sereine et calme, ce qui était vrai, et il les a reçus donc tout de suite après. Ça veut dire que c'est un vrai bon geste politique, parce que le Front des Forces Socialistes avec Youssef Aouchiche et Hassan Echirif du MSP, Mouvement de la Société pour la Paix, il s'agit de 2 partis d'opposition. Donc il y a ce dialogue, d'autant plus que l'un des points importants
souligné politique dans ce discours d'investiture, c'est l'appel à un dialogue ouvert. Le président appelle à un dialogue, une large consultation avec les partis, avec les organisations économiques, avec les jeunes, pour un peu entrevoir la suite pour le pays des 5 prochaines années. C'est vrai, comme l'a expliqué Mahdi, ça a été dit déjà lors de la campagne électorale, il s'agit d'un mandat économique. Et donc le président Tebboune, parce qu'il explique qu'il poursuit un peu ce qu'il n'a pas pu le faire lors du premier mandat de 5 ans, parce qu'il y avait la crise de Covid-19, les incendies de forêt, beaucoup de crises. Lors de ce premier mandat, c'est qu'on voit une feuille de route. Perturber le premier mandat. On voit une feuille de route. Le président veut il veut mener l'Algérie vers un pays émergent. 400 milliards de dollars de PIB dans 2-3 ans, construction de logements, comme l'a expliqué Mahdi, 2 millions de logements. 2 millions de logements, création de 450 000 postes d'emploi. Le PIB, l'industrie va être de 12% dans le PIB, dans le produit intérieur brut algérien. Développement de l'agriculture. Le mouvement de l'agriculture avec l'élargissement des surfaces irriguées pour arriver à 1 million, ce qui est important parce que les surfaces irriguées dans un pays comme l'Algérie est important. En plus, la maîtrise de l'inflation à 4%. L'amélioration du pouvoir d'achat, parce que ça a été vraiment un élément important dans le dur de la campagne. Donc il y a un plan politique à appliquer. Faisal, et aussi, excuse-moi de te couper, aussi quelque chose de très important, c'est le retour de l'Algérie sur le plan de vue diplomatique international. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est à mettre au compte du président de la République. L'Algérie, sur les 10 ou 15 dernières années, était absent sur le banc diplomatique mondial. Et depuis 5 ans, on a une Algérie nouvelle qui est constamment mise en avant au siège des Nations Unies à New York, qui est constamment mise en avant dans toutes les institutions internationales, et on a une présence forte de notre diplomatie sur instruction du président de la République pour représenter, l'Algérie, pour représenter les peuples opprimés à travers le monde, à travers la voix de l'Algérie, qui est une nouvelle puissance diplomatique, respectée et consultée de tous les pays dans le monde. Moi, j'ai vu le balai incessant des messages de félicitations lors de l'élection du président de la République. Ça fait longtemps que l'Algérie n'a pas reçu autant de messages et de signes de félicitations par rapport à une élection de la République démocratique et populaire en Algérie. Donc, tout ça, ce sont des signes frappants et il faut les mettre au crédit de M. le Président de la République. Il s'agit de signes de respect par rapport à un pays qui revient des lois. Maintenant, la diplomatie algérienne s'intéresse à l'Amérique du Sud. À un moment donné, on avait complètement oublié cette partie du monde. Il y a l'Asie maintenant aussi, et l'Asie aussi, les pays comme Oman, qui est un pays important dans la région arabe, des pays de l'Europe de l'Est, la Slovénie, la Slovaquie, etc. On a maintenant une présence diplomatique importante. Plus importante. Moi, je voudrais écouter Samir Haïdi, qui a suivi en tant que journaliste pour le quotidien Al-Moudjahid, justement, tout ce balai diplomatique pour féliciter le président de la République pour son second mandat. Et le dernier en date, c'est bien sûr le président américain Joe Biden. Voilà, effectivement, ce que mes deux amis Mahdi et Faisal l'ont dit est extrêmement juste. Ils t'ont pris la parole. Hein. Ah oui, Moi, j'arrête de parler. Mais ceci dit, il convient de signaler qu'effectivement l'Algérie revient en force. Elle a employé un redéploiement stratégique, notamment sur le continent africain, en étant cette puissance régionale d'équilibre qui exporte donc la paix dans la région, qui propose des solutions concrètes et qui répondent toujours par l'affirmative pour faire des médiations et finalement régler les différends par le dialogue et par des solutions pacifiques. Alors effectivement, l'Algérie a réussi à rassembler tout le monde autour de la table, c'est-à-dire du président américain au président russe, en passant par les Biélorusses, les Sud-Coréens, les Ukrainiens, exactement, l'Afrique du Sud et également d'autres pays assez lointains aussi sur le continent africain, c'est-à-dire qu'on ne traite pas qu'avec nos voisins directs, mais l'Ouganda par exemple, de Museveni qui a présenté aussi ses félicitations suite à la réélection du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Ce qu'il faudrait aussi souligner, je voudrais revenir aussi sur ce qui s'est dit lors de la prestation de serment du président Tebboune, il a apporté aussi des éléments qui sont extrêmement intéressants parce qu'on a parlé de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance
autosuffisance même alimentaire. Et le président Tebboune a annoncé une autosuffisance en blé dur pour d'ici 12 mois, c'est-à-dire 2025. 2025, Et pour le maïs en 2026. Donc l'horizon est extrêmement proche. Il a aussi annoncé clôturer définitivement le dossier des zones d'ombre pour l'année 2025. Et effectivement, lors de sa prestation de serment, ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand le président Tebboune a abordé la maîtrise des prix et la lutte implacable, je dis bien implacable, contre l'inflation et la spéculation. Et par ses propos, en patriote qu'il est et en homme d'État qui est fidèle aussi au serment de nos Chouhada et à la déclaration du 1er novembre 1954, le président Tebboune a réitéré par ce biais-là l'aspect éminemment social de l'État algérien. Avant de poursuivre le débat, justement, on va écouter deux réactions de personnalités politiques importantes qui étaient présentes à la cérémonie d'investiture. Le président de la République a d'abord montré que son deuxième mandat allait s'inscrire dans une note d'espoir, à la fois dans une continuité, mais pour renforcer les acquis et en même temps développer ce qu'il a, sur le plan économique, commencé à faire, notamment sur les exportations, sur la production nationale et en même temps ce qui est, je dirais, son domaine de prédilection, c'est-à-dire le caractère national, les jeunes. Il a beaucoup parlé des jeunes, de l'habitat, du social. Il a même été jusqu'à rappeler qu'il y a des zones complètement déshéritées et il veut s'engager pleinement pour que aujourd'hui, sur tout le territoire national, les Algériens puissent avoir à la fois de l'électricité, de l'eau, du gaz, la scolarité. Et en fait, je crois que c'est la plus belle note d'espoir qu'il a portée à l'ensemble du peuple algérien. Et c'est un grand honneur pour la Grande Mosquée de Paris d'être présent aujourd'hui à l'investiture du président Abdelmadjid Tebboune. C'est la richesse de notre pays, cette jeunesse qui se trouve à l'étranger, qui est toujours liée à la mère patrie. C'est important, et le président de la République, dès le début de son premier mandat, avait toujours considéré la communauté nationale à l'étranger comme faisant partie intégrante de la communauté nationale. Et encore une fois, il l'a réitéré, il l'a dit, que sur le plan, je dirais, international, il comptait beaucoup sur notre communauté nationale à l'étranger. Et je crois que le rendez-vous est pris et la communauté nationale à l'étranger sera au rendez-vous et serrera la main à Monsieur le Président de la République et à l'ensemble de l'Algérie pour pouvoir construire ensemble cette Algérie nouvelle qu'il aspire de ses voeux. Aujourd'hui, l'heure est aux citoyens, c'est l'heure du peuple. Et c'est parce qu'il faut que toutes les forces vives de la nation soient mobilisées et qu'elles soient orientées vers la défense des intérêts nationaux. La meilleure preuve que nous avons fait un pas en avant dans cette direction est le fait que les programmes des 3 candidats à la présidentielle soient en accord sur le tiers du programme. Et cela veut dire qu'il y a une vision commune et une orientation conjointe, ce qui garantit un avenir serein, si Dieu le veut. Il faut qu'on démarre du principe que la faiblesse engendre des convoitises et que les ennemis essaient de s'infiltrer par les frontières ou à travers les tares. Et donc, nous devons en finir avec les points faibles et toutes les faiblesses d'un côté. Et de l'autre côté, nous devons aussi résoudre toutes nos carences afin de constituer un front solide pour assurer la dissuasion de tous les ennemis. Voilà, c'était les réactions du directeur de l'INESC, Abdelaziz Mdjahd, mais surtout du recteur de la mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz. Fouad, le message de Shamseddine Hafiz est très important pour la jeunesse algérienne vivant notamment à l'étranger, mais surtout en France. En effet, une grande attente, si on veut dire. Il y a une grande attente, mais il y a aussi des gens qui ont déjà pris l'initiative de s'installer. Et je voudrais citer comme exemple une centaine de jeunes de la diaspora, hommes et femmes, qui se sont réunis à Del Ibrahim il y a environ une semaine. Et donc la motivation, elle est là. Le président a su rassurer la diaspora qui s'installe, mais qui s'installe de manière durable en Algérie. Voilà ce que je voulais dire sur cette motivation, sur cette investiture. On peut féliciter le président de la République, effectivement, parce que nous avons aujourd'hui confiance et une envie de contribuer de manière
sincère, de manière très active, à l'essor de l'Algérie. Mehdi, une réaction peut-être aux déclarations du recteur de la mosquée de Paris qui a parlé surtout des attentes de la jeunesse algérienne vivant à l'étranger, bien sûr, vivant en France. Le recteur de la grande mosquée de Paris... La jeunesse est très importante. Le recteur de la grande mosquée de Paris, c'est Shamseddine Hafez, a dit... Quelqu'un de très impliqué dans c'est quelqu'un d'impliqué et c'est quelqu'un justement qui sait réunir la communauté algérienne, la communauté nationale à l'étranger. Ouais. Il a dit une chose très importante et que les gens ont l'habitude d'oublier ou d'omettre sciemment ou inconsciemment. C'est que le président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, dès son premier discours en 2019, a tendu la main à la communauté nationale à l'étranger. Tout à fait. C'est très important de le dire et de le redire. Et ce n'est pas parce que je fais partie de cette communauté, en quelque sorte parce que je suis entre Paris et Alger, mais dès les premiers mots de son premier discours en tant que président de la République, il leur a dit « Les Algériens de la communauté nationale à l'étranger sont des Algériens à part entière. Et ils ont le droit... Comme un Algérien, ils ont les mêmes droits que les Algériens qui vivent ici, ils ont les mêmes devoirs aussi, mais on les aidera de la même façon qu'on aide un Algérien. Et c'est pour ça qu'il a fait la facilité de l'acquisition de biens immobiliers, qu'il a fait la facilité à l'investissement pour les Algériens qui habitent à l'étranger, pas qu'en France, mais partout dans le monde, de la communauté nationale à l'étranger. Parce que en fait, il faut remettre, j'ai l'habitude de dire ça sur ce plateau, la mosquée au milieu du village, au milieu du douar. C'est très important d'avoir, dès les premiers échanges avec le président, les messages qu'il a apportés et les perches qu'il a tendues à cette communauté nationale, en leur disant, attention, le système d'avant n'est plus là, on fait table rase de ce qui s'est passé, maintenant, pour nous, vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes des Algériens. Il a reconnu le fait qu'ils étaient les oubliés de l'Algérie. Exactement. Et, ça, et donc, il leur a fait une sorte de passerelle entre l'étranger et l'Algérie pour qu'ils reviennent en masse dans leur pays, qu'ils viennent investir, voyager. Il y a des gens qui ne voyageaient plus en Algérie pendant la dernière décennie et qui ont repris à venir pendant des vacances en Algérie. Il y a des gens qui ne pensaient pas investir un jour un appartement ou une maison en Algérie, qui viennent investir des choses comme ça. Et ce message... Ils ont le droit à l'LPP, à l'ADL. Voilà, ils ont le droit à tous les logements toutes les formules participatifs de logement. Ils ont tous les droits comme n'importe quel Algérien sur présentation d'une carte d'identité algérienne. Et ça, c'est beau, tu vois, parce que l'Algérien te dit, moi, je me sens pas français en France et je me sens pas algérien en Algérie. Doucement, les amis. Je suis un des aides. Je suis un des aides. Je suis un des aides. Alors qu'il y a quelques années, et il fait bien de le rappeler, il y a quelques années, on entendait souvent dire, on ne sait plus si on est algérien, si on est français. Voilà. Et le fait de il a redonné reconnaître cet engagement, il a redonné ce dévouement à sa patrie. Et je vous le dis, parce que j'en suis le principal interlocuteur avec Fouad ici, parce qu'on a un pied là-bas. Vous êtes les deux des aides sur le plateau. L'avantage, c'est que tu as envie de venir chez toi. Parce que ça reste chez nous, c'est ici qu'on sera enterré, c'est ici qu'on vivra, c'est ici qu'on essaiera de... Mais donc, c'est très important que notre président de la République, qui est le premier personnage de l'État, te dit, attention, vous avez autant de droits que les Algériens qui vivent ici. Et ça, c'est beau. Mehdi, dans le passé, il y avait Yamin Zerwal, qui était ancien président, avait organisé des assises. J'ai assisté à ces assises des Algériens de l'étranger, ou la communauté nationale à l'étranger. Non, à Rome, mais aussi à Alger, où il y avait beaucoup de déclarations, d'annonces, etc. Il y avait des comités, etc. On devait avancer justement pour que la communauté algérienne... plein des signes noirs, il faut préciser. Oui, elle voulait participer, mais malheureusement, rien n'a été fait à l'époque. La volonté du président Zerwal était là, elle était là, mais malheureusement, sur le terrain, ça n'a pas été appliqué. Mais on a remarqué, comme le dit Mehdi, que parce que le président Tebboune, lors du premier mandat, il a visité plusieurs pays, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, le Portugal, l'Italie, etc. Et à chaque fois, il a tenu à recevoir les Algériens, à recevoir la communauté algérienne, et à discuter avec eux, avec leur proposer de venir, etc. Et personnellement, j'ai remarqué que cet été, contrairement aux étés précédents, durant les vacances, on a vu effectivement l'arrivée de beaucoup d'Algériens. Beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup plus que d'habitude. D'ailleurs, ça a été confirmé par les hôteliers, par les restaurateurs, etc. Qui était full, hein, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les Algériens aillent dépenser leur argent, les Algériens en Tunisie ou dans d'autres pays,
tant mieux qu'ils viennent dans leur pays. Et ça, c'est effectivement, c'est parce que Et c'est une il y a- force qui peut être mobilisée sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan sécuritaire et également sur le plan touristique. Il y a aussi quelque chose pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Samy juste avant, puisqu'on on a enchaîné directement sur la communauté nationale à l'étranger. On parlait de blé dur. Le blé dur et l'orge sont des aliments de base des Algériens. C'est pour ça que l'autosuffisance en blé dur et orge, c'est quelque chose qui est très important pour 2025. C'est pour ça que des moyens considérables ont été mis sur la table pour qu'on ait une autosuffisance dans les deux principaux aliments qu'est notre nourriture, d'accord, le blé dur et l'orge. Et le maïs aussi. Voilà. Quant au blé tendre, ça viendra, je vous le dis, parce que c'est ce qui est dans les tuyaux, ça viendra une fois que ces deux aliments principaux de la cuisine, on va dire, algérienne de tous les jours, qu'on mange tous les jours autour de la table, dès que cette autosuffisance sera atteinte en 2025, on ira sur le blé tendre. Mais en 2024, avoir une autosuffisance alimentaire, c'est rare dans les autres pays du monde. Il faut se le dire, je vis en France. Il y a excessivement de marchandises qui sont importées de l'étranger. C'est juste impressionnant. L'agriculture, par exemple, la France est un grand pays d'agriculture, mais malgré ça, énormément de produits sont importés d'Espagne. Énormément de produits sont importés des pays de l'Est. Le poulet est importé en masse, par exemple, d'Ukraine. Donc, à un moment, il faut savoir se dire les choses. En fait, on vit avec des symboles aujourd'hui. Tout le monde autour de la table, on est tous là et on vit avec des symboles. Avoir une autosuffisance économique et alimentaire, c'est ultra important pour la souveraineté d'un pays. Tu ne dépends de personne. La souveraineté alimentaire. Et souveraineté économique ou alimentaire. Tu ne dépends de personne. Et c'est ça la force d'un pays. C'est dépendre de personne. C'est ça qui est important. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier. Il faut pas oublier le travail des... Moi, j'aimerais saluer la gendarmerie algérienne et la police nationale. Tout à l'heure, on parlait... La DGSN. Tout à l'heure, on parlait de ce qui a changé sous la présidence de M. Tebboune. Et je crois que les gendarmes et la police nationale algérienne, ils jouent un très grand rôle envers la diaspora. Moi, personnellement, en 4 ans, je l'ai senti la différence. Quand on croise des gendarmes, on croise la police nationale pour un contrôle ou ne serait-ce que comme ça dans la Est-ce que rue. vous avez vu une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux Avec sociaux? la policière qui a payé La le policière taxi. qui a payé le taxi Effectivement. pour juste montrer la voix du montard qui est français. Un Français, un Oui, étranger. pour lui montrer juste la route. Moi, en panne, je suis tombé en panne. La gendarmerie, ils sont restés avec moi jusqu'à mon véhicule soit réparé et que j'ai pu reprendre la route pour Alger. C'est quand même incroyable. Je veux dire, et quand on discutait avec des gendarmes qui vous disent, tu es chez toi ici. Akfi bledek. Ça, c'est un message Ça vaut qui tout est l'or du monde. très très fort. Ça vaut Bien tout sûr, l'or du bien monde. Et sûr. je voulais les remercier. Je voulais les remercier pour ça. Voilà. Samir Haïdi, je voudrais terminer disons, ce débat concernant les défis du président pour le second mandat. Dans quelle conjoncture, aujourd'hui, sont lancés les défis du président? Alors, effectivement, il faudrait dire que cette investiture du président de la République intervient dans un contexte géopolitique extrêmement préoccupant et le monde connaît actuellement une reconfiguration profonde. Une véritable bascule. Le monde peut aller dans n'importe quel sens. On voit tout ce qui se trame actuellement, soit en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, au Liban très récemment, où l'entité sioniste a encore provoqué un véritable massacre contre la population civile libanaise. Un chaos sécuritaire. Et un chaos sécuritaire qui peut entraîner non pas que la région, mais l'ensemble du monde vers des lendemains véritablement incertains. Avant de clôturer justement cette rubrique, je voudrais écouter Haïdar Haïdoura. Bien sûr, vous avez écouté avec bienséance tout ce qui a été dit aujourd'hui sur l'investiture et le second mandat du président de la République. En tant que journaliste, vous avez vécu beaucoup d'investitures, beaucoup disons, vu déplacer ou passer plusieurs présidents. Comment vous voyez justement ce second mandat du président de la République?
vous êtes un excellent observateur de la scène politique algérienne en tant que journaliste étranger. يعني أول شيء اسمح لي أنه أتحدث باللغة معلش العربية. تفضل. أنا أول شيء باسمي الخاص يعني باسم الجالية اللبنانية المقيمة في الجزائر العاملة في الجزائر بنقدم التهاني للرئيس تبون على العهدة الثانية ونتمنى له التوفيق من أجل تطور وتقدم الجزائر. الحقيقة أنا صحفي معتمد في الجزائر من سنة 1994 يعني من 30 سنة. عاشرت مجموعة من الرؤساء من الرئيس زروال إلى كل مراحل الرئيس بوتفليقة والآن الرئيس تبون. يعني نحن نشعر الآن يعني هناك فرق كبير يعني فرق كبير بين المراحل السابقة والمراحل الحالية. نحن نعيش الآن مرحلة جديدة تعرفها الجزائر. أنا سمعت خطاب الرئيس تبون يعني قدم فيه حصيلة كبيرة لما جرى في السنوات الخمس الماضية رغم الأزمات الكبيرة يعني التي عاشتها ليس فقط الجزائر العالم من أزمة كورونا وما تبعها. وقدم يعني أنا برأيي برنامج طموح جدا للخمس سنوات القادمة نأمل أن ينجح في تحقيقه. والأهم من ذلك أنه فتح مجال للحوار لكل الطبقة السياسية الموجودة في البلد من أجل نهضة وتطور الجزائر. Merci Haïdar Haïdoura. On va boucler cette rubrique et on va commencer la deuxième partie justement de cette émission, la carte diplomatique. On va parler justement du Liban. Le Liban a vécu cette semaine une cyberattaque lâche et violente, orchestrée par justement l'entité sioniste, une attaque sans précédent qui a touché un pays justement et qui a marqué un nouveau disons, nouvelle escalade dans l'explosion de la violence dans la région du Moyen-Orient. Avant de commencer à donner la parole à Haïdar, pouvez-vous nous dire un mot justement sur cette nouvelle, disons, arme violente de l'entité sioniste qui a attaqué un pays souverain et qui toujours manifesté pour la paix dans la région? L'entité sioniste n'a jamais respecté la souveraineté du Liban depuis très longtemps. Il a toujours violé notamment la région du Sud. Même au moment où vous parlez, ils sont en train de bombarder le Sud Liban parce que le Sud Liban est devenu un véritable traumatisme. Parce que ce que les médias occidentaux et notamment israéliens ne disent pas, c'est que le nord de ce qui est appelé Israël a été vidé à cause de la stratégie suivie par le Hezbollah. Et vous avez suivi que... les images que nous voyons, c'est les images justement du bombardement aujourd'hui, ce soir, du Sud-Liban. Parce qu'ils ont peur des représailles, parce que ce qu'a dit Hassan Nasrallah après l'attaque massive contre des appareils, c'est la première fois que cela arrive, il me semble, dans l'histoire des guerres, parce que c'est des objets civils qui sont devenus des instruments militaires. Et là, c'est une évolution dans les stratégies de guerre. Ça veut dire que le Mossad, bien sûr que le Mossad ne va jamais reconnaître ses crimes, comme par habitude, il a toujours tué sans reconnaître ses crimes. Il n'y a pas que les pagers ou les beepers qui ont explosé, il y a les panneaux solaires qui ont explosé, il y a les talkie-walkie, il y a les téléphones, il y a des appareils d'empreintes digitales. Donc c'est une guerre électronique qui a été lancée. Technologique. Et il me semble que ça a été largement préparé bien avant le 7 octobre, parce qu'à chaque fois on se cache derrière le 7 octobre, comme quoi il n'y avait pas de cause palestinienne avant et qu'Israël est en train de se défendre. Israël, comme tout le monde sait, l'entité sioniste c'est une puissance coloniale et dans le droit international, une puissance coloniale n'a pas le droit de se défendre et les autres ont le droit de se résister, ce que dit le droit international. Et là, c'est vraiment une escalade dangereuse. C'est le représentant de l'Algérie à l'ONU, M. Benjama, qui a parlé de crime de guerre. Oui, ça peut s'apparenter à un crime de guerre dans la mesure où ceux qui sont morts, il y a beaucoup de civils, on a fait exploser ces engins sans prendre en compte où ils se trouvaient. Il y avait des beepers qui se trouvaient dans des maisons, des enfants sont morts, dans les marchés, dans les transports, des enfants, etc. Donc ce côté n'a pas été pris en compte. D'une part, ça veut dire qu'on veut tuer
à supposer que ceux qui avaient ces beepers, parce que les calculs faits par les services secrets sionistes ont calculé qu'il y avait 4000 beepers qui seraient aux mains ou 5000 aux mains des combattants du Hezbollah, parce que les combattants du Hezbollah ne sont pas vraiment connus par les sionistes. Donc les beepers, c'est une manière de dévoiler leur identité. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats, si vous avez suivi Salim, sur comment on a piégé ces instruments. Il se trouve, d'une part on dit que c'est non, on a surchauffé les batteries, d'une part on a mis des explosifs dans les batteries, donc il y a beaucoup d'explicatifs qui étaient très douteux. Mais il y avait une information qui a été rapportée par les médias sionistes eux-mêmes. Ils ont parlé d'une personne qui s'appelle Rinson José, qui serait un Indien installé à Oslo et qui aurait disparu ces derniers jours, tout de suite après les explosions, parce qu'une société écran qui s'appelait Norte Global a vendu à Hezbollah, mais en les piégeant. Ça veut dire qu'il y avait une autre société explosive à l'intérieur. Il y avait une autre société écran qui se trouve en Hongrie, et tout le monde sait que Budapest est un nid d'espions, qui a ici également été utilisé pour piéger ces appareils. Je voudrais écouter Haïdar Haïdoura pour nous donner un aperçu, puisque vous êtes journaliste libanais, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé de très très près, puisque vous avez vos amis journalistes qui ont couvert cette situation dramatique pour le peuple libanais. Comment justement vous avez vécu cette situation? يمكن أخ سليم، أنا برأيي هذه المرحلة اللي بيعيشها لبنان الآن هي واحدة من أصعب المراحل التي نعيشها في الحرب اللبنانية. هناك مرحلة جديدة الآن من الحرب تخوضها إسرائيل ضد الشعب اللبناني كافة. يعني قال السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله أن الإدارة الصهيونية كان بهدفها وبنيتها قتل 4000 أو 5000 شخص في نفس الدقيقة. وبالتالي هناك مرحلة جديدة من الحرب تقوم بها إسرائيل ضد لبنان، وهذه فتحت الأنظار. أنا برأيي هذه الحرب التكنولوجية فتحت الأنظار على كل العالم. يعني هذا المشكل ممكن أن يقع في أي مكان في العالم يتم استخدام فيه هذه الوسائل الاتصال التي تستخدم في الصحراء، في المدن الكبرى، تستخدم في المستشفيات. وبالتالي نحن نعيش مرحلة جديدة. إسرائيل أنا برأيي حضرت منذ أشهر هذا الهدف. الأكيد أن هناك خطأ ما حصل عند شراء هذه المعدات الذي أدى إلى هذا النوع من الجريمة الكبرى التي ندفع ثمنها الآن بشكل كبير في لبنان. وهي تعتبر حيدر في نظر القانون الدولي عملية إرهابية. أكيد لأن أنت توجه سلاحك أو توجه يعني الضربة ضد كل الناس، ضد المدنيين، ضد العسكريين، ضد الأطفال، ضد الأطباء في المستشفيات. وبالتالي الهدف غير معلن، الهدف هو جميع الناس وليس فقط مقاتلي حزب الله. Alors justement, Haïdar, les médias occidentaux, notamment français, ont un petit peu jasé sur cette nouvelle arme technologique de l'entité sioniste. Et on écoute justement la réaction du journaliste français Jean-Michel Apathy qui dénonce justement l'analyse des médias français sur cette question. On parle de prouesse technologique. Par exemple, ce matin, le Parisien parle d'une action déjà légendaire, une action exceptionnelle, titre Le Figaro. Un éditorial hier de Dov Alphon qui s'émerveillait devant la technologie. Nous sommes face à des attentats politiques de masse, des exécutions politiques de masse. Nous connaissions des exécutions politiques ciblées de dirigeants du Hamas, de terroristes, ça avait déjà existé, de masse et très cynique. Parce que quand on pirate les beepers, on ne sait pas, ceux qui font cela et qui déclenchent les explosions ne savent pas qui aura le beeper en main. Un membre du Hezbollah, quelqu'un d'autre, parce qu'il s'écoule un certain temps entre le piratage et l'explosion. Et si c'est le quelqu'un d'autre qui perd la vie, quelle importance? Les gens qui ont programmé cette opération ne savent pas où sera le porteur du beeper. Chez lui tout seul? Et donc il mourra tout seul dans la rue, et donc les gens autour risquent de mourir ou d'être blessés grièvement. On a vu des vidéos dans un magasin
où le beeper est posé à côté d'une caisse et il explose. Et tout ce cynisme-là ne suscite chez nous en Occident, où chaque vie humaine est considérée comme importante, ne suscite aucune autre réaction que « bravo, quelle prouesse ». Qu'est-ce que nous devenons? Où sont nos valeurs? Nous laissons tout faire. Quelle évolution du droit international? Et si de même, pour en terminer, Vladimir Poutine décidait de liquider des gens qu'il considère comme ses ennemis, comme des nazis, avec des prouesses technologiques de cette nature, qu'est-ce que nous dirions? Bravo Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Jean-Michel Apathy, le seul journaliste qui a l'audace et le courage de dénoncer avec des mots forts cette escalade meurtrière lancée par l'antiterrorisme, n'est-ce pas, Mahdi Ghazal? Tout à fait. Bah, écoutez, moi, il y a une chose qui est très importante. Lors du sommet d'Alger, le président Abdelmajid Tebboune a juré solennellement de ne jamais laisser tomber le peuple libanais et le Liban. Le peuple libanais et son gouvernement sont en train de payer sa non-normalisation avec l'entité sioniste. Voilà. On se dit les choses. On est entre nous, il faut se dire la vérité. Le Liban est attaqué parce que c'est un pays qui a refusé la normalisation avec l'entité sioniste. Point à la ligne. Pas plus, pas moins. Le peuple libanais est attaqué de façon abjecte par toutes les méthodes d'une armée lâche, par des méthodes qui font des dommages collatéraux terribles, parce que le peuple libanais n'a pas voulu se soumettre. C'est aussi simple que ça. Le président Tebboune, samahni, akhi Aziz, le président Abdelmajid Tebboune l'a juré solennellement. Il l'a prouvé à maintes reprises, avec des aides alimentaires, avec des bateaux remplis de kérosène, avec des aides financières. Le président Abdelmajid Tebboune ne laissera jamais un peuple opprimé seul. Et connaissant la valeur de l'homme, il ne laissera jamais tomber le Liban. Peu importe le coût financier que ça coûtera. Il l'a dit et il l'a redit. مثل ما تفضل الأخ مهدي، نحن ندفع الآن ثمن مواقف لبنان وموقف المقاومة اللبنانية بدعم القضية الفلسطينية، لأنه لو لم يتدخل حزب الله والمقاومة الإسلامية من أجل الدفاع ومعركة إسناد غزة كان الوضع سالم وهادئ في لبنان. نحن ندفع ثمن مساندتنا للقضية الفلسطينية، وندفع أيضا ثمن عدم موافقتنا على التطبيع مع إسرائيل مثل بقية الدول، العديد من الدول العربية المجاورة. المجاورة نعم المجاورة، والتي أريد أن أشدد أن التجارة التي تطورت في الأشهر الأخيرة بين مجموعة من الدول المجاورة المطبعة مع إسرائيل فقط تضاعفت. يعني التجارة مع الإمارات ومع مصر ومع الأردن ومع المغرب ومع البحرين في الأشهر الأخيرة تضاعفت هذه التجارة مع الكيان الإسرائيلي، وهذه يعني في محاولة لسد النقص الذي حصل في الأسواق الإسرائيلية بالعديد من المواد، وخاصة المواد الزراعية التي نتيجة للحرب لا يمكن لهم أن يعوضوا بدالها، فوجدوا أسواق في الإمارات وفي مصر وفي الأردن من أجل أن يمولوا فيها السوق الإسرائيلية. حيدر ما يخيفني سامي لحظة حبيت نرد على النقطة هذه. أنا ما يخيفني في الوقت الحالي أنهم سيذهبون إلى تحطيم بيروت. J'ai peur qu'ils partent vers la destruction de Beyrouth parce que حسن نصر الله قلتها، قال أن الجبهة الشمالية بالنسبة لفلسطين المحتلة ستبقى مفتوحة، وقال نتمنى أنهم سيدخلون لترابنا اللبناني. Il a dit qu'il souhaiterait que les sionistes entrent en territoire libanais pour les affronter. Je pense que le Liban paye ça parce qu'effectivement, le Liban est un État qui a été fragilisé, qui est devenu vulnérable, qui n'a pas l'économie est très faible. Il faut le dire, il a été abandonné. Il faut dire que le Liban a été abandonné par ses bras. S'il vous plaît, s'il vous plaît, أنا بدي أقول شغلة. نحن لبنان ترك وحيدا. نحن لا نجد الآن وبكل مصداقية وبكل صراحة إلا الموقف الجزائري الذي هو داعم للقضية الفلسطينية والقضية اللبنانية. هناك غياب تام من العالم العربي. كل العالم العربي
العربي ترك لبنان وحيدا كأنه نحن فقط المسؤولين عن القضية الفلسطينية ومسؤولين عن الأقصى. يجب أن يكون هناك تضامن عربي واسع من أجل مجابهة إسرائيل. نحن يجب أن نعترف نحن لوحدنا، الشعب اللبناني وحده والشعب الفلسطيني وحده، لا يمكن لنا مجابهة إسرائيل. نحن نقاوم ولكن من الصعب ومن المستحيل الانتصار. يجب على الدول العربية وخاصة الدول العربية المجاورة والحدودية مع الكيان الصهيوني أن يكون لها دور في هذه المعركة وليس لها أن تتفرج علينا ونحن نموت كل يوم. Haïdar, on écoute, pardon, excusez-moi, on écoute justement le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies et aussi le président du mouvement Hezbollah, Hassan Nasrallah. Je peux vous dire que les Libanais sont bien sûr très préoccupés par l'escalade de la violence de part et d'autre de la ligne bleue, notamment par l'attaque meurtrière qui a eu lieu à Beyrouth. Nous exhortons toutes les parties à une désescalade immédiate. Toutes doivent faire preuve de la plus grande retenue. Nous exhortons également les parties à revenir immédiatement à la cessation des hostilités et à mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité. La région est au bord de la catastrophe. Tous les efforts doivent être déployés pour mener d'urgence une activité diplomatique. Tous les efforts doivent se concentrer sur la recherche d'une activité diplomatique. Des milliers de beepers ont été pris pour cible par l'ennemi israélien et ont explosé simultanément. Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, violé toutes les lois et franchi toutes les lignes rouges. Il ne s'est soucié de rien, ni moralement, ni humainement, ni légalement. Il ne fait aucun doute que l'agression qui a eu lieu est majeure. Et comme je l'ai dit dans mon discours, elle est sans précédent et fera l'objet d'un terrible châtiment et d'une juste riposte et rétribution, là où l'ennemi s'y attend et là où il ne s'y attend pas. Voilà, c'était la réaction du leader du mouvement Hezbollah, Hassan Nasrallah, et surtout le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Alors, Sami Qaïdi, vous voulez rajouter quelque chose concernant justement cette situation au Liban? Bien sûr. Donc, tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que Haïdar et Mehdi ont dit concernant le fait que l'Algérie s'est toujours levée vent debout pour défendre les opprimés où qu'ils se trouvent. Il y a avant un propos qui m'a interpellé, on parlait de boîte de Pandore, et je pense que l'antité-sioniste vient d'ouvrir une véritable boîte de Pandore, et que ces forces d'occupation indignes, en tant qu'indignes héritiers des organisations terroristes de l'Irgun, etc., est en train de faire du terrorisme et de terroriser toute une partie de cette planète, et les conséquences risquent d'être véritablement désastreuses. Je pense que même une guerre mondiale n'est pas à exclure. Mais Razar, il y a deux choses à rappeler. Il y a une première, c'est une vérité. L'Algérie appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation au Liban. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc l'Algérie, comme d'habitude, tient son rôle au niveau diplomatique pour convoquer l'Organisation des Nations Unies de s'inquiéter de ce qui se passe actuellement au Liban, qui est une attaque militaire de masse de l'entité sioniste. La deuxième chose, moi je vais vous poser une question à tous. Qui se souvient du 20 mai 2024 ? Le 20 mai 2024, messieurs, c'est le jour où il y a eu le crash des hélicoptères du président Raisi Ibrahim, iranien, et à l'intérieur avec son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdelbian. Voilà. Je vais vous dire une chose, et ce n'est qu'une supputation. Donc ça n'engage en rien ni la chaîne, ni ma personne, c'est une question. Les services de sécurité iraniens disposaient tous de ce genre de beeper. Le crash de l'hélicoptère, jusqu'à maintenant, a été mis sur le coup de la météo. Mais les boîtes noires ont dit qu'il y a eu une implosion à l'intérieur de l'hélicoptère. Et il y a un atterrissage d'urgence. Qui nous dit que ces beepers n'ont pas explosé à l'intérieur de cet hélicoptère ? C'est possible. Possible. Une supputation. C'est une supputation, mais c'est une supputation, cher Salim, qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, et connaissant la fourberie de certains services de sécurité,
ça ne m'étonnerait pas. Mahdi, Et je n'engage en rien la responsabilité de la chaîne Al-24 dans ses propos. il faut noter que le Mossad, le service secret, c'est ses méthodes. Hein. C'est connu, tout le monde le dit, même les experts militaires occidentaux qui sont favorables aux thèses sionistes. Il faut noter aussi, et j'ajouterai à ce que dit Mahdi, l'assassinat de Ismail Haniyeh à Téhéran. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment l'assassinat a eu lieu. Il y a des choses qui sont bizarres. Ils disent que c'est une petite explosion. On a parlé d'un smartphone qui a été utilisé. tout à fait, et c'est quand même étonnant qu'un chef comme Ismail Haniyeh, qui est quand même un grand responsable du Hamas palestinien, marche avec un smartphone. Les smartphones sont connus pour être des moyens d'espionnage. Les micros de ces téléphones sont ouverts en permanence. Si vous demandez quoi que ce soit, il répond tout de suite. Ça veut dire que les micros sont ouverts. Et c'est connu. Et le Mossad a développé des unités qui sont très pointues sur pour hacker les machines, mais hacker des beepers qui sont une ancienne technologie, c'est quand même une grande curiosité. Maintenant, l'Algérie qui demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est excellent parce que le représentant de l'Algérie a parlé de crimes de guerre, d'une escalade, et il a dit quelque chose, il me semble, de très important, M. Benjamin, qui dit maintenant qu'on a ouvert la voie en piégeant des beepers, des talkie-walkie, que feront les groupes terroristes dans le futur? Ils vont utiliser la même méthode. Comme si on avait ouvert la voie dans des groupes. C'est ça le danger, c'est la grande. Ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, le visage du terroriste change de camp. On a pour habitude, les médias mainstream ont pour habitude de marteler le terroriste, le barbu, le musulman, terroriste. Aujourd'hui, très clairement, le terrorisme, c'est le Mossad qui fait preuve de terrorisme. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'expriment sur les antécédents du Mossad dans les actes terroristes partout dans le monde. هذه الجريمة أنا برأيي دعوة للحذر من استعمال كل الأجهزة الإلكترونية وكل الأجهزة التي تستعمل الإنترنت، وبالتالي كل دول العالم وخاصة العربية منها التي نستورد كل موادنا الإلكترونية من الخارج، علينا الحذر من استعمال هذه المعدات. Justement, Haïdar, cette attaque de masse de l'entité sioniste a créé une psychose concernant les appareils électroniques et les smartphones. Ça a lancé la question sur les beepers, mais aussi sur les smartphones. Oui, ça a jeté aussi l'opprobre sur même sur la marque des beepers. Sur les fabricants, parce que vous vous rappelez, on est en train de nous... Même Taïwan a fait un communiqué disant que c'est pas elle qui est responsable de la fabrication de ces composants, parce que c'est une histoire de composants. Oui, une histoire de composants, parce qu'on a accusé la société Gold Apollo, qui a tout de suite répondu qu'elle n'est pas responsable de la fabrication, et qu'elle a même dit, et même la société japonaise qui a produit les talkie-walkie, ICOM, a cessé de produire ces machines depuis 10 ans. Ça veut dire que le Mossad, il y a les des services sociétés secrets, écrans qui font ça. des sociétés écrans, on a parlé de sociétés écrans en Hongrie, à Oslo, etc. Parce que généralement, les méthodes des services secrets, comme ceux du Mossad, n'utilisent pas des adresses connues, etc. Ils multiplient pour un peu perturber. Maintenant, oui, il y a un véritable danger, Salim. Cette machine qui est devant nous peut exploser. Qu'est-ce qui nous pourra assurer qu'elle ne peut pas exploser à tout moment? L'aviation civile libanaise vient d'interdire même de monter à bord de ces avions. Imaginons avec des avions civils, etc. C'est pour ça que c'est une opération terroriste de grande envergure. Et ça revient à ce qu'a dit Mahdi Reza. Et je salue ce que m'a dit M. Apati, parce que le journaliste Jean-Michel Apati a effectivement souligné quelque chose de très important. Il a dénoncé les médias français qui parlent de prouesse technologique. Beaucoup de médias occidentaux, y compris américains. Et je pense que Haïdar m'avait parlé tout à l'heure d'une information à vérifier. L'hôpital américain à Beyrouth, les médecins qui sont là-bas, on leur a retiré les beepers il y a quelques jours avant. Ça veut dire que les services... C'est-à-dire que ils ont eu l'information. Ça veut dire que les Américains qui ont tout de suite dit qu'on n'est pas au courant de cette opération étaient bel et bien au courant s'ils n'ont pas contribué à sa réussite. Pardonnez-moi, mais ça rappelle bizarrement ce qu'on entendait donc, après les attentats du World Trade Center, où la communauté israélienne aurait évacué les tours avant le crash des avions. Et je crois que toutes les thèses des complotistes aujourd'hui, elles sont à remettre sur la table. Je suis désolé de le dire ainsi, mais aujourd'hui, très clairement, qui dit vrai? Qui? Mahdi, oui. أنا أضيف جملة أنه يجب أن نعترف أن إسرائيل ليست وحدها في المعركة. إسرائيل عندها الدعم الكامل من أمريكا ومن كل الدول الأوروبية.
وبالتالي هذا التقدم التكنولوجي رغم أنها الأولى في العالم في هذا المجال، ولكنها الإدارة البريطانية والإدارة الأمريكية يقدمون لهم كافة المساعدات من أجل القيام بهذه المجازر. Shukran Haïdar Haïdoura, je rappelle que vous êtes journaliste libanais accrédité en Algérie. On fait une courte pause de publicité et on revient au débat. Avant de commencer, de lancer justement le débat du moment, je salue notre chroniqueuse, la ravissante Yasmine. Notre star. Notre star. Notre star. Tu te rattrapes. Notre star. Je ne vais pas parler, vous êtes là, je parle plus. Ça y est, je vous laisse parler, madame. D'accord, donc là c'est pour moi. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver, c'est toujours un plaisir. Et puis je suis contente d'être la seule femme du plateau, comme ça je fais ce que je veux. Très bien. Très bien. Alors, le second sujet, bien sûr, le débat du moment. Alors, ce sujet, ce soir, on va parler justement du Maroc et justement la crise sociale et politique au Maroc qui a pris de l'ampleur ces derniers jours. On regarde ce VTR de la rédaction francophone de Al24 et on revient au débat. En exhortant toutes les forces démocratiques du pays ainsi que l'ensemble des citoyens marocains à se joindre massivement à une manifestation d'envergure, l'association marocaine de protection des deniers publics vise à mettre en avant l'urgence de lutter contre la corruption qui gangrène de nombreux secteurs dans le royaume. La corruption qui constitue un obstacle majeur au développement du Maroc prend diverses formes, de la recherche de rente à l'accaparement de l'argent public en passant par des ingérences flagrantes dans le travail de l'autorité judiciaire. Ces pratiques minent l'état de droit, affaiblissent la confiance des citoyens dans les institutions et entravent la justice sociale. Le secteur de la justice n'est pas épargné par les manifestations, le non-respect des lois de la Constitution et des droits fondamentaux, ainsi que l'impunité plonge le Marzen dans l'incertitude. Depuis quelque temps, la justice est secouée par une série de grèves répétées, menées principalement par les greffiers, agents judiciaires ou encore avocats. Ces mouvements de protestation perturbent gravement le bon fonctionnement des tribunaux et révèlent des revendications pressantes concernant les réformes indispensables dans ce secteur. Dans ce sillage a eu lieu à Bruxelles la commémoration de la proclamation de la République du Rif qui était reconnue par la communauté internationale au début du siècle dernier. Le Parti national rifin a organisé une journée de mobilisation en Belgique afin de revendiquer la liberté des détenus politiques et de réclamer justice face à l'appauvrissement que vit cette région particulièrement fragilisée économiquement et socialement. La mobilisation a également dénoncé la complicité des institutions européennes avec le régime répressif du Marzen, mais elle a surtout été le lieu pour la signature d'un pacte historique d'alliance et d'assistance mutuelle entre le Parti national rifin et le Front du Polisario qui lutte pour la libération de la dernière colonie d'Afrique. Depuis l'annonce choquante de la normalisation qui traduit une alliance colonialiste entre le Maroc et l'entité sioniste survenue en pleine période de crimes génocidaires commis contre la population civile de Raza et de Cisjordanie occupée, des milliers de Marocains sont descendus à plusieurs reprises dans les rues de Rabat pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Cette manifestation qui réclame la rupture immédiate des relations de l'infamie avec le régime d'occupation sioniste ont également fermement dénoncé le génocide en cours dans la bande de Raza qui choque l'opinion publique mondiale. Les difficultés des Marocains ne cessent de s'aggraver et la fuite massive des jeunes vers l'enclave de Ceuta pour gagner l'Espagne, suite aux appels largement diffusés sur les réseaux sociaux ces derniers jours, en est une illustration frappante. Ce phénomène révèle un profond malaise dans le pays, marqué par une gestion désastreuse et une pauvreté endémique. Face à un avenir incertain, ces jeunes désespérés tentent de fuir une situation socio-économique étouffante, exacerbée par le manque d'opportunités et l'absence de perspectives d'amélioration à court terme. Voilà, c'était le VTR de la rédaction francophone de Al24 sur la crise sociale que vit actuellement le Maroc. Madi Rzar, une fuite massive de la jeunesse marocaine a été, disons, marquée et fait le tour du monde durant ces dernières semaines et a partagé sur les réseaux sociaux toutes ces images de plus de 30 000 jeunes qui ont tenté de traverser la frontière entre le Maroc et l'Espagne.
On a vu des images, toutes et tous autour de la table, qui ont été relayées par tous les médias mondiaux pour montrer une partie de la population qui essayait de traverser la mer pour regagner l'Europe, enfin pour gagner l'Europe, pour arriver clandestinement en Europe. C'est un signe de mal-être, c'est un signe de mal-être de la population. La population, une partie de la population souffre, une partie de la population n'est pas en symbiose avec son gouvernement, tout simplement. La population, le peuple marocain se dresse contre la politique gouvernementale, par exemple pour la Palestine, comme ça a été si bien dit pendant le reportage. Les gens ne comprennent pas comment on peut soutenir un pays, enfin une entité qui tue des innocents. Un joueur de foot encore hier l'a dit sur Instagram. On ne peut pas soutenir un pays colonisateur comme Israël et le peuple marocain. Une star de l'équipe de foot nationale marocaine. Et le peuple marocain s'est levé pour dire sa désapprobation par rapport à cette alliance qui a été faite avec le gouvernement Netanyahou. Tout simplement, on est en train de tuer des gens, on est en train de jeter des gens d'un immeuble. Moi, j'ai vu une image qui m'a fendu le cœur, un homme qui n'était même pas encore mort, qui a été jeté par 3 militaires d'un immeuble de plusieurs étages. Cisjordanie occupée. Voilà, un enfant. Moi, il y a une image qui m'a mis les larmes aux yeux. Je pense que vous l'avez tous vu autour de la table. C'est ce petit ange de 10 ans pendu à Ramallah. C'est dur de le dire, mais pendu devant une école, je crois, à Ramallah, pendu, un gamin de 10 ans, pendu. Et toutes ces images-là, eh ben, le peuple marocain se dresse contre cette alliance néfaste, tout simplement. Les gens ne comprennent pas, les peuples ne comprennent pas, la population ne comprenne pas, et voir des images où les personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça se passe, pourquoi cette normalisation sécuritaire, militaire a lieu, c'est juste horrible. C'est juste horrible de voir des enfants tous les jours. Nous avons des images d'enfants déchiquetés par les bombes. Tous les jours, nous avons des images de familles complètement anéanties par des bombes. Nous avons des images de soldats qui violent des hommes, qui mettent à nu des hommes par terre. Et le peuple marocain s'est levé pour dire « Stop, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas être signataire de conventions avec une entité qui bafoue tous les droits internationaux. » Et ces manifestations sont le reflet d'un peuple qui, justement, refuse ce diktat de s'allier à une armée, qui est l'armée de Tsahal, qui est une armée sanguinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, je te le demande, Selim, est-ce que c'est d'être antisémite de dire que le gouvernement Netanyahou est un gouvernement de sanguinaires? Je ne le pense pas, mais on n'a plus le droit de le dire. Malheureusement, on est dans une désinformation totale. On n'a plus le droit de dire que le gouvernement israélien est un gouvernement de génocidaire, parce que tu te fais attaquer d'antisémite. L'Algérie n'a pas de problème avec la religion juive. L'Algérie a un problème avec l'entité sioniste qui décime la population palestinienne. Comme l'entité sioniste ne représente pas l'ensemble des juifs dans le monde. C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis en train de te dire que l'Algérie n'a aucun problème avec les juifs. L'Algérie a un problème avec le gouvernement Netanyahou qui est en train de décimer la population palestinienne. C'est aussi simple que ça. Si tu permets, on revient justement à la situation au Maroc. C'est surtout un malaise social. On écoute justement le sonore de Badr El Aïdoudi, un représentant de l'association de lutte contre la corruption au Maroc.
Ce qui apparaît et ressort de cette grande fuite, c'est en réalité la corruption dans le Maroc. Cette grande fuite est le résultat de 25 ans de corruption continue qui s'est répandue dans divers secteurs, domaines de la vie de la société marocaine. Parmi ses plus grandes conséquences, la pauvreté, le chômage, la paupérisation, la hausse des crimes, l'immigration clandestine, l'absence de confiance dans les institutions et la justice, la répression, les inégalités sociales, le phénomène de la baisse du pouvoir d'achat dans les marchés marocains, tous ces phénomènes qui caractérisent le niveau de vie des Marocains. Ce qui est important de relever aussi, c'est certaines déclarations qui en ce moment témoignent du fait que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, qu'il est aux ordres, non seulement aux ordres des services sécuritaires qui sont manifestement corrompus. Il y a plusieurs noms de plusieurs responsables au sein de l'appareil sécuritaire qui sont en réalité des hommes d'affaires, des mafieux de l'immobilier, des mafieux qui monopolisent certains marchés, ces hommes qui participent à la violation des droits des Marocains par des détournements et des magouilles. Au-delà de cela, la justice, dans sa relation avec le marzen politique, les hommes d'affaires, les gens de l'exécutif, la justice a des relations avec l'entourage royal et les membres de l'exécutif. La justice, de façon générale, joue désormais un rôle d'outil dans le recrutement, l'affrontement, le chantage, la répression de la société civile et ceux qui dénoncent la corruption au Maroc. Voilà, les causes de ce malaise sont claires, d'après l'Aïdoudi. Sami Qaïdi, vous avez des chiffres justement à nous communiquer sur cette situation au Maroc. Oui, et les chiffres sont sans appel. La situation au Maroc est plus que préoccupante. Selon le dernier rapport pour l'année 2024 de l'OCDE, le taux de chômage des jeunes a atteint les 38%, tandis que l'ONG Oxfam a placé le Maroc comme étant le pays d'Afrique du Nord le plus inégalitaire. En plus de cela, il faut savoir que le Maroc vit sa 5e année d'affilée de sécheresse. Et un autre chiffre aussi qui m'a beaucoup interpellé, c'est en ce qui concerne aussi le classement de l'indice de développement humain. Le Maroc est classé 120e pays sur 193, soit derrière la Tunisie voisine qui est classée 101e, et derrière l'Égypte qui est classée 105e, et pire que ça, derrière la Palestine occupée qui est classée 111e, alors qu'on connaît bien la situation dramatique en Palestine occupée. Dans cette droite ligne, il faut savoir que le Maroc est également classé 17e pays le plus endetté auprès du Fonds monétaire international, soit le FMI, et cela ne semble pas du tout ébranler le roitelet Mohamed VI, qui passe plus son temps en villégiature à l'étranger plutôt que dans son bureau, et encore moins son chef de gouvernement, Akhanouch, qui est considéré par plusieurs sources comme étant dépassé. Voilà, comme étant un oligarque aussi très corrompu. Moi, je citerai, Salim, un article de Maroc Hebdo. Maroc Hebdo, vous savez, il est très proche du Palais Royal. C'est un article datant du 10 mai 2024. Il est très facile à lire sur son site. Il dit « Avec la hausse du chômage qui atteint des niveaux historiques et l'aggravation de la pauvreté, le Maroc observe impuissant une dégradation accélérée du niveau de vie des Marocains, une situation regrettable qui reflète l'échec des politiques économiques mises en place par le gouvernement. Jamais le chômage n'avait atteint de tels niveaux inquiétants pendant toute l'histoire contemporaine du pays. Ça, c'est Maroc Hebdo, donc c'est la presse marocaine et ce n'est pas la presse algérienne qui le dit. Maintenant, ce qui s'est passé le 15 septembre est effectivement un fait nouveau. 30 000 jeunes ont tenté de fuir leur pays. De fuir leur pays. Et on a vu des jeunes de 17-18 ans qui parlaient au micro avec le visage dévoilé et qui disent qu'ils ne veulent plus vivre ici. On a vu une femme qui a dit qu'elle était prête pour vendre son rein pour faire nourrir ses enfants, pour quitter le pays. Et donc cette histoire a démarré d'un appel sur TikTok. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de thèses dans les médias marocains disant, on a même parlé de sorcellerie, etc. Alors qu'on a eu déjà le même fait à Melilla il y a quelques années. Et il y a un autre appel qui a été lancé pour le 30 septembre pour la même chose. Tout à fait. Donc est-ce qu'il y a une défaillance aussi sécuritaire au Maroc? Parce que des jeunes sont partis vers Ceuta, qui est donc une enclave dans les territoires marocains espagnol avec Melilla. Maroc, ou est-ce que effectivement ça pose beaucoup de questions sur la situation endémique des jeunes, parce que selon l'Organisation internationale d'immigration, plus d'un candidat à l'immigration sur 5 est âgé de 19 ans. Parce que les moins des jeunes qui sont âgés entre 18 et jusqu'à 29 ans, ils sont presque 4 millions qui sont au chômage, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas été formés. Et donc ces jeunes
ils veulent quitter leur pays parce qu'ils veulent vivre mieux, tout simplement. Pour étayer justement vos propos, Faisal, on écoute justement le sonore de cette jeune Marocaine qui s'est exprimée au micro de la presse marocaine en fait. السلام عليكم. انا من وجده وجيت لباب سبته، جيت باش نحرق وبغيت نحرق وكنلقى الفرصه نحرق، وماشي غير اليوم وماشي غير غدا. الا فلت اليوم ما تفلتش غدا، والا فلتت غدا ما تفلتش غير غدا. مهم حارقه. بلادي ما عطاتنيش، بلادي ما عطاتنيش الطب، بلادي ما عطاتنيش العيش الكريم اللي بغيت نعيش به. ما لقيت باش نوكل ولدي مريض، كنمشي للسبيطارات كيقولوا لك ما عندكش الحق، خصك تخلصي 40 درهم، الا بغيت دير السكانير 700 درهم. انا مطلقه وما مريضه بالدياليز والسكر غادي يقطعوا لها الصبع، ما لقاتش حتى باش تعاوني. با متوفي، الطليق ديالي ما كيعطينيش الحق لولدو. كنقول حق ولدي 500 درهم، انا واش غادي دير لي 500 درهم؟ واش دير لي كل 3 ايام عندي 400 درهم تاع التيو لولدي مريض، ولدي مريض. انا بغيت الحق، انا بغيت نخدم. فاش غادي نخدموا حنا بنات؟ الدعاره؟ حنا ما بغيناش الدعاره، بغينا الحلال، بغينا الحلال. انا داخله باش نحرق، لان الا حرقت ولدي غادي ياكل، الا حرقت ولدي غادي يلبس، الا حرقت الاوروبا الاسبانيول يدخلك السيطره كل ماميدو كل يلقى ما ناكل. شتاد اوروبا ماشي غير اليوم. الا ما حرقتش من سبته غادي نحرق من منين صار، ما حرقتش من منين صار غادي نقلع كلوه ونعطيها للحراق، نقول له نبوس رجليك، اللي بغيتو ديه مني، قلع لي كلوه ونقدني انا وولدي. بغيت نمشي لاوروبا، كون لقيت الخير هنا ما غاديش نفكر نحرق ونمشي لاوروبا. دمروني ولدي ما صاب ما ياكل، الباطل كلشي الخضره زدتي فيها. انا مطلقه ما عندي لا لسانه، ما خدامه، باش غادي نعمر هاد البوطه، باش غادي نشري هاد الخضره؟ عطيني بطاطا، اخويا عطيني مطيشه، اخويا عطيني قرعه. اصحاب الخضره ويقولوا لي راهي التليفون الا بغيتي نعطيوك الخضره. انا ما بغيتش نخدم الحرام، انا بغيت نخدم الحلال، بغيت ما ندخلش على ولدي الحرام. نموت معليش، اللهم نموت في البحر ولا يقتلوني. هاد القتله اللي راني عايشتها، راني مقتوله، راني مذبوحه، عاد يقتلوني. شتا انايا يخرجوا لهيها راني كنت داخله في وسطهم، نسجل الكاميرا راني كنت داخله في وسطهم، يقتلوني بالقرطاس. نموت موته كريمه، نوصل عند الله سبحانه وتعالى. مت يا ربي وانا غاديه شهيده على ولدي، نجيب لقم العيش لولدي. Terrible témoignage d'une jeune Marocaine qui s'est exprimée justement au micro de la presse électronique marocaine. Yasmine, c'est terrible ce témoignage. C'est terrible ce qui arrive. C'est un peuple qui me fait mal au cœur. Je connais bien le Maroc parce que j'ai des liens familiaux avec des familles. Et ça fait 30 ans, 40 ans que je les entends dire on ne peut pas ouvrir la bouche, on ne peut rien dire. Moi, je pense que le seul moyen pour ce peuple de s'en sortir, c'est de vaincre sa peur. De s'exprimer. De s'exprimer, de vaincre sa peur et d'aller faire la révolution dont ils rêvent. Ils doivent rêver de révolution, il faut qu'ils la fassent. Il faut qu'ils changent de régime. Aziz Akhannouch, qui est le chef du gouvernement marocain, qui est également un homme d'affaires, d'ailleurs cité dans certaines affaires. J'ai lu ces derniers jours la presse marocaine et j'ai constaté que la presse marocaine... Qui ne réagit pas sur le terrain social. Elle critique le gouvernement. C'est la première fois qu'un homme d'affaires est nommé au gouvernement. Il a été même accusé, on m'a dit, de faire des facilités, parce que même il y a des experts, notamment ceux de Transparency International, qui est une organisation de lutte contre la corruption, qui citent beaucoup d'affaires. Par exemple, les conflits d'intérêts, elle parle de délits d'initiés, des ententes illicites, des avantages indus, les marchés donnés aux uns aux autres, tout ça.
ça et dans l'univers de la corruption qui malheureusement a alimenté aussi des réseaux qui empêchent qu'il y ait des postes d'emploi pour les jeunes Marocains. Parce qu'il y a beaucoup de diplômés au Maroc, le taux de chômage est avoisiné 27%, c'est quand même énorme, et qui n'arrivent pas à 30%, pour les jeunes, qui n'arrivent pas à trouver des postes d'emploi, idem pour les femmes. Le problème, c'est Elle a dit quelque chose qui, moi, m'a interpellé, c'est Khaddam Halal, travail halal. Et je crois que pour avoir grandi avec des Marocains en France, je suis né à Lyon, j'ai grandi avec des Marocains, je crois que j'ai souvent, mais vraiment très très souvent entendu ces Marocains qui souhaitaient que leur pays sorte du haram, de la misère. Ça c'est vrai. Je veux le dire et je veux saluer ces Marocains qui ont envie, mais vraiment, d'en finir avec tout ça. Changement. Parce que qui peut accepter ça? Qui peut voir ses frères, ses sœurs, ses enfants, qui peut les voir comme ça courir? Partir massivement. Partir massivement, subir ce que le tourisme occidental leur fait subir. Est-ce que c'est normal qu'un homme d'affaires connu sur la place soit Premier ministre? Connu sur la place comme corrompu. Comme corrompu, soit Premier ministre. Est-ce que c'est normal que cette personne qui a 38% de chômage chez les jeunes soit actuellement Premier ministre et que tu as des gens dans son pays qui n'arrivent pas à manger alors que lui s'enrichit. Gouverne réellement, non, mais attention, alors que lui continue à s'enrichir. Ouais. Et c'est ça ce que le peuple marocain ne veut pas. Tu sais, moi je vais faire un parallèle. On va faire un parallèle avec les Issaba qui étaient chez nous. On voyait des gens s'enrichir, mais s'enrichir à outrance, sur de la surfacturation, sur des choses comme ça. Et le peuple algérien s'est révolté contre ça. S'est révolté contre ça. Là, le peuple marocain ne veut pas que des gens comme ce Premier ministre continuent à s'enrichir sur le dos du peuple marocain. Et en fait, toute l'équation est là. Tout le problème est là. C'est que, malheureusement, on rentre dans une société où les plus riches continueront à s'enrichir et les plus pauvres continueront à s'appauvrir et on aura une disparition de la classe moyenne. Et quand tu as une disparition de la classe moyenne, c'est là où il y a ce qu'on appelle une fracture sociale. Et la fracture sociale, elle est de plus en plus visible. Parce que quand tu vas au Maroc, tu as une certaine catégorie de personnes qui deviennent de plus en plus riches. Mais vraiment, parce qu'ils profitent justement, ils profitent justement de cette sorte de nomenclature entre eux, où ils se partagent en quelque sorte le gâteau entre eux. Et on retombe, Salim, sur le début justement de cette fracture sociale. Et c'est ça ce qui est dangereux. Voir une femme pleurer de la sorte en te disant « je vends un rein », s'il le faut, c'est une maman, c'est une femme, c'est une maman. Mais ce mec-là, est-ce qu'il arrive à se regarder dans une glace? Ce Premier ministre-là, est-ce qu'il arrive à se regarder dans une glace? D'ailleurs, Mahdi, il est accusé de ça, mais si vous permettez, le PPS qui d'un mieux et la presse marocaine, et il a tout à fait raison, la presse marocaine est très critique, attention, la presse marocaine est très critique contre son gouvernement. Ces propos ont été faits justement devant les micros de la presse électronique média. Moi, je pense que le palais royal, c'est à souligner. Le palais royal, apparemment, il ne veut plus de Aziz Akhnouch, si j'ai bien compris, parce que même les partis de... Je termine, madame. Le PPS, qui est le parti de progressisme, un parti de gauche, un vieux parti, a été très critique ces derniers jours à l'égard d'Akhnouch, l'accusant d'inaction politique. Et tout le monde aura remarqué que Aziz Akhnouch ne prend pas la parole, ne s'exprime pas, ne parle pas des questions économiques. Il n'a pas surtout de programme. Il n'a pas pratiquement de programme. Il a promis de créer des postes d'emploi 200 000 par an depuis le dernier mandat électoral de son parti RNI. Il n'a pas créé ces postes d'emploi. Le secteur agricole a perdu, chaque année perd 300 000 postes d'emploi. Et vous savez que l'agriculture participe grandement au PIB marocain. Il y a de la sécheresse, Samy a parlé de la sécheresse, il y a ce phénomène de corruption, il y a de la pauvreté. Donc c'est devenu un véritable cocotte-minute, le Maroc, sur le plan économique et social. Mais même pour votre gouverneur à tous, ce n'est pas que Akhnouch, même son épouse est dans des affaires assez occultes, etc. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à la vidéo qu'on a vue, qui était extrêmement bouleversante, c'est que je pense que le vernis du Marzen vient de tomber, parce que le royaume du Maroc finance des millions
de dollars à des cabinets étrangers pour polisser son image et pour le faire passer, entre guillemets, de pays extrêmement développés. C'était avant. Hein, c'était parce avant. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui ne montrent pas. Tout à fait. C'est compliqué avec les images de jeunes qui quittent le pays. Exactement, le vernis vient de tomber. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'ensemble de la planète a vu ce régime féodal sous son vrai visage. Je voudrais rajouter aussi un élément. Beaucoup d'Algériens peut-être ne connaissent pas véritablement le contexte intérieur, mais le Maroc est rongé par l'ultralibéralisme. Ce n'est pas comme en Algérie. En Algérie, si par exemple ce soir j'ai mal au ventre, je vais à l'hôpital, je me fais consulter et soigner gratuitement. Au Maroc, non. Il faut. C'est un droit. Voilà, non. Et c'est voilà, nous voilà, et gratuitement. Les soins sont gratuits. L'éducation est gratuite. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Il faut argent comptant pour se soigner et avoir une éducation de qualité. D'où le taux ultralibéral. Voilà, d'où le taux actuel justement du seuil de pauvreté. Où on atteint, je crois, à peu près 50%, si je ne me trompe pas, selon tes chiffres. Je ne sais pas, donc, il faut, c'est 52%, je crois, ou 50%, et où le taux aussi d'analphabétisation par rapport aux enfants qui n'ont pas tous le droit, la possibilité, malheureusement, la possibilité d'aller à l'école. Et c'est ça qui est important, c'est que il faut restructurer. Pour restructurer, il faut un gouvernement. Le gouvernement est défaillant. Il faut changer le gouvernement. Il faut une gestion. C'est aussi simple que ça. Le peuple souffre de cette situation. Que fait le roi dans tout ça? Mais écoute, le peuple son temps en villégiature à l'étranger. Il est actuellement à Paris. La première victime de tout ça, c'est le peuple. Ouais. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'il continuera à s'enrichir, le Premier ministre marocain. Il continuera à faire ses affaires florissantes. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'impunité, il y a l'impunité. Voilà, mais le problème, c'est toujours la même partie de la population qui souffre de ça. Et c'est pour ça que cette dame te dit très spontanément, je n'ai pas de quoi faire soigner mon fils. Mahdi, le dernier séisme qui a frappé le Maroc, et entre parenthèses l'Algérie a offert son aide, mais le palais n'a même pas répondu, a dévoilé, selon les experts, les chercheurs, etc., l'ampleur de la pauvreté, notamment la misère dans le grand atlas marocain. Il n'y a que le cinéma marocain qui évoquait ça. Parce que les médias marocains ne parlaient pas. Vous avez vu dans les films marocains de ces dernières années, on voit cette pauvreté qui a atteint des niveaux inimaginables. On ne pouvait jamais imaginer que des personnes qui vivent dans un pays qui a quand même des recettes du tourisme et de l'agriculture, etc., et qui se dit ouvert sur le monde, vivent dans ces conditions. Je rejoins Mahdi en évoquant les questions. Il y a un problème de gouvernance au Maroc. C'est vrai qu'il est salué, le Maroc considéré comme il a le statut de la nation la plus avancée par rapport à l'Union européenne, qui a des rapports commerciaux avec l'Union européenne, qui a beaucoup de touristes qui profitent des beautés de Marrakech et d'Agadir et de Tanger. Mais il y a l'autre côté, au-delà de la carte postale, il y a un pays qui est mal gouverné ou pas du tout gouverné. C'est pour ça qu'on s'est interrogé sur l'absence prolongée du roi Mohamed VI. Il n'intervient que pour la fête du trône ou une fois ou 2 ans par an. Et il est tout le temps absent. Qu'en est-il de l'économie marocaine? Qu'en est-il de la création des postes d'emploi? Qu'en est-il de l'avenir du Maroc au-delà de la politique d'agressivité à appliquer sur le plan diplomatique? Même les touristes arrivent à se plaindre de la mendicité des jeunes Marocains, qui sont alpagués ici et là. On voit plein de témoignages dans ce sens-là, où un touriste qui arrive avec ses bagages, qui sort de l'aéroport, il est alpagué par des enfants, par des femmes, on tire par le bras, on quémande de l'argent de manière continue, et donc les vacances deviennent un peu un calvaire, si je peux le dire de cette manière-là. Mais oui, ça se sent, ça se voit, et les gens en ont marre. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait une fuite en avant de la jeunesse marocaine. Moi, je trouve ça normal qu'on fuit, quitte à mourir en chemin. C'est con ce que je vais dire, mais quitte à mourir en chemin. Pardon, moi je préfère mourir en faisant une révolution que mourir sur les chemins de l'exil. Je préfère, ou là, de chercher l'Eldorado. Non, sur place, essayer de faire quelque chose. C'est au peuple de se lever et de... Quand nous avons voulu changer la situation en 2019, nous l'avons fait. Donc, on doit le faire. Pacifiquement. Oui, il y a eu des manifestations. Je vous le dis, le peuple... Il faut remettre les choses dans leur contexte, d'accord? On avait un Premier ministre à l'époque, Abdelmajid Tebboune, en 2017.
qui a été mis de côté parce qu'il a attaqué l'oligarchie qui était en place. On va contextualiser les choses. D'accord ? On avait un Premier ministre qui s'appelait Abdelmajid Tebboune qui a dit « on arrête les conneries, on arrête le pillage de l'économie algérienne, on arrête ça ». Ils lui ont fait quoi, l'oligarchie ? Ils l'ont mis de côté. Oui. Il a été mis de côté parce qu'il a combattu l'oligarchie. Actuellement, le Premier ministre marocain est dans ce contexte-là. C'est lui l'oligarque. C'est lui le patron de l'oligarchie. En 2017, on a fait ça. Il a été mis de côté, excuse-moi, en 2019. Les gens sont sortis, pourquoi ? Parce qu'ils en avaient marre de ne pas avoir de solution pour se nourrir, pour se vêtir. Et on a eu une révolution, comme l'a appelé le président de la République, le Hirak béni. On a eu une révolution pacifique, où il n'y a pas eu une goutte de sang qui a été versée. On n'est pas un peuple de barbares. Les gens, moi j'ai vu des images et des vidéos où les gens avaient des sachets poubelles à la fin des manifestations et ramassaient leurs ordures, ramassaient les bouteilles vides d'eau. Donc c'est possible. Quand il y a une volonté d'un peuple, c'est le peuple. Mais dans le pacifisme le plus total. Et je vous le dis, on est obligé par moment, et c'est très important de le dire, de séparer les affaires avec la politique. Là, actuellement, le Premier ministre est un affairiste. Marocain. Le Premier ministre marocain est un affairiste. Donc, c'est dangereux et le peuple ne veut pas de ça. C'est pour ça que maintenant, il y a des inégalités aussi profondes. La politique doit rester aux politiques. Et les affaires doivent rester aux affaires. Avant de conclure, Sami Qaïdi, je voudrais que vous nous parlez justement de ce pacte historique entre les nationalistes rifins et le Polisario, justement, durant cette période. Ça s'est passé justement durant cette période de mouvement social au Maroc. Alors je voudrais dire que si on revient aux fondamentaux de notre glorieuse révolution, celle du 1er novembre 1954, on avait véritablement ce slogan qui est un seul héros, le peuple. Et là, effectivement, le peuple sahraoui et le peuple rifin, qui a toujours été distinct, si on revient à l'historique de la République du Rif, ont conjugué leurs efforts parce qu'ils ont une lutte finalement qui est commune contre un seul oppresseur, c'est le colonisateur marocain qui, dans le cas du Rif, a annexé ce territoire au début du XXe siècle avec l'aide des puissances occidentales, et le Sahara occidental qui a été également qui subit actuellement un colonialisme odieux et une tentative de remplacement de population sur son territoire, et qui lutte depuis les années 70 pour recouvrir à sa souveraineté. Merci Sami Qaïdi. On fait une courte pause de pub et on revient au débat. On poursuit le débat du moment avec les manifestations à Paris, des manifestations justement du nouveau Front populaire organisées par le nouveau Front populaire à Paris contre la politique de Macron. Le parti appelle même à la destitution du président français. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la Ve République, parce que la demande de destitution du président Emmanuel Macron est passée par le bureau du Parlement qui l'a acceptée. Et donc, s'il y a une majorité qui va se dégager, la Constitution française, je pense que c'est l'article 68, si je ne me trompe pas, permet la destitution du président. Pourquoi ? Parce que cela a été expliqué par M. Jean-Luc Mélenchon, qui est leader de la France Insoumise et donc leader du parti du Nouveau Front de Gauche. Ce parti, pour rappel, a gagné les élections législatives. Il se trouve que ce n'est pas lui qui va gérer la France. C'est du jamais vu pratiquement dans un pays occidental. L'Occident, bien sûr, nous parle de démocratie. Qui parle de démocratie, de liberté, qui donne bien sûr des leçons au reste du monde. Parce que cette manifestation intervient... c'est la deuxième. Elle a eu déjà le 7 septembre. Oui, mais
intervient au moment où le Premier ministre Barnier annonce son gouvernement. Son gouvernement avec ce qui est étonnant, pratiquement de droite. Oui, ce qui est étonnant, c'est Bruno Retailleau, qui est donc ministre de l'Intérieur. Ce monsieur est le président du groupe parlementaire des Républicains au Sénat. Il est considéré comme quelqu'un de l'extrême droite, même pas de la droite, parce qu'il a déjà critiqué. Oui, la plus dure. La presse française parle de l'aile la plus droitière du parti, alors que c'est quelqu'un d'extrémiste. Et ce qui est étonnant aussi, c'est la nomination d'un novice en matière de politique, en politique extérieure. La politique étrangère, c'est Jean-Noël Barrot, qui est donc du MoDem, je pense. Et les partis qui va être aux affaires étrangères. Hein. Oui, il a été nommé aux affaires étrangères. Et Jean-Luc Mélenchon et les partis qui ont gagné les élections, maintenant, menacent de voter une motion de censure contre le gouvernement. Et je pense qu'il y aura une série de motions de censure. Ça veut dire que Macron, en refusant que le nouveau front de gauche prenne le pouvoir en France pour gouverner le pays, a installé la France dans un processus d'instabilité institutionnelle qui va se poursuivre, parce que ces manifestations vont se poursuivre, et l'appel a été lancé par Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui en disant aux Français: respectez votre choix, défendez votre choix, ne restez pas silencieux, ne pas avant de poursuivre, si vous permettez, appelle le déni de démocratie. Avant de poursuivre, si vous permettez, on écoute les réactions des Français au micro de Al24 ce matin justement à Paris. Respect de la démocratie, en France on en est très très loin, de plus en plus loin. Et puis du droit quoi, du droit en France, droit à manifester, droit de quand on vote, d'avoir les gens pour qui on a voté au pouvoir. Et puis le droit international, quand il y a un génocide qui se passe en Palestine et que nos gouvernants sont des complices de fait. Je suis là déjà pour dénoncer un déficit de démocratie quand même, voilà, par rapport à Macron. Et surtout, je suis là aussi par rapport à la Palestine, quoi. Voilà, au nom de l'humanité, c'est pas du tout acceptable ce qui se passe en Palestine et au Liban, quoi. Voilà. Et le silence des médias, le silence des États surtout, voilà. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Voilà. أكيد نحن ما بنقبل بهالمجازر اللي عم بيصير، أكيد كشعب فرنسي نحن ضد هالشيء كله. أتمنى لكل الدول العربية كمان تشارك شوية وتنتفض على اللي عم بيصير. أكيد ما معقول نقبل بهالمجازر اللي عم بيصير بغزة وبلبنان، يعني شيء منه إنساني أبداً. Voilà, c'était des images exclusives de Al24 à Paris et qui, en même temps, les manifestants du nouveau Front populaire manifestaient aux côtés des Palestiniens. On a vu la réaction de ce Palestinien venu aux côtés des manifestants français du parti de Mélenchon. N'est-ce pas, Mehdi Reza? Écoutez, le déni de démocratie et je pense que ce sont les mots les plus utilisés actuellement en France. Hein. Ce qui me fait peur, c'est que le gouvernement, la politique française est au point mort. Ça veut dire que tu as un gouvernement qui a été fait aujourd'hui, donc on est à J1 et qui a déjà 0% de légitimité. C'est-à-dire que les Français ne reconnaissent pas à travers leur vote ce gouvernement-là. Les Français n'ont pas voté pour avoir un gouvernement de droite. Les Français n'ont pas voté pour avoir un gouvernement où la gauche n'est en rien représentée, alors qu'ils sont arrivés premiers. En termes de... Certains même reviennent, hein, comme Rachida Dati. Voilà, en termes de... Et le cornu du ministère des Armées. Donc, à un moment, il faut savoir se donner les bonnes questions. On a l'habitude d'avoir les États-Unis qui sont les gendarmes du monde. D'accord ? Les États-Unis, dès qu'il y a une guerre, tu trouves un Américain derrière et qui te dit non, c'est moi qui dis ici si il faut faire la guerre ou pas. Et on a la France qui est généralement toujours donneuse de leçons en termes de démocratie et de droit constitutionnel, et qui actuellement est en train de bafouer le vote de ses concitoyens pour former un gouvernement qui ne reflète en rien la volonté de ses concitoyens. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je suis juste effaré déjà de la nomination de certains des ministres qui n'ont plus rien à voir du tout avec la politique, et ça fait peur. Moi, ce qui fait le plus peur, c'est que, outre le fait que c'est les Républicains
avec 47 députés qui arrivent au gouvernement sur 577 députés. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a une crise politique inédite et que derrière cela se cache en embuscade le parti de Madame Le Pen et de Jordan Bardella, donc le Rassemblement national, et qui risquerait de récolter les fruits de cette situation inédite. Et moi, je pense que Moi, c'est... je te lance un pari, Samy. Oui. Moi, je te lance un pari. Généralement, je perds très rarement à mes paris. Dans moins d'un an, tu as une nouvelle dissolution. Ah, bien sûr. En France, la Constitution prévoit 10 mois. Moi je pense, Samy, si vous permettez, je pense que d'ici juillet-août 2025, Emmanuel Macron va encore dissoudre l'Assemblée nationale. Peut-être que Macron lui-même va partir, peut-être pour lancer. Moi, je me dis. Alors, attendez. Je t'arrête tout de suite. Je termine. Emmanuel Macron ne partira jamais. Je suis pas jusqu'à la fin de son mandat. Il ne démissionnera jamais. Ça, tu vois, enlève-le de ta tête. On verra. Mais connaissant un peu le bonhomme. Mais ce qu'a constaté Salim, il m'a dit, c'est que je pense que c'est la fin de la Ve République. Parce que le paradoxe français, c'est quoi? C'est que vous avez un président de droite. Parce que Macron, on ne va pas dire que c'est un président de gauche. Même si lui, il a joué un peu sur les ambiguïtés. Et vous avez un parti de gauche qui gagne. Le parti de gauche fait émaner un Premier ministre qui va appliquer le programme du parti de gauche avec un pays qui est dirigé par un président de droite. C'est un paradoxe qui n'a jamais été tranché par la Constitution française et qui n'a jamais été réglé. Donc je pense avec cette crise, parce que la France entre dans un cycle de crise institutionnelle qui va se poursuivre. Peut-être que Badi dit que Macron ne va pas démissionner, des solutions de l'Assemblée. Mais la crise est là. La crise est là avec un pays qui croule sous un déficit budgétaire énorme, sous des dettes Les problèmes financiers de la France sont énormes. Hein. Les problèmes financiers, on a un déficit budgétaire qui a été mis en demeure par l'Union européenne. Attention, on est à plus, et Faisal a raison de dire ça, et c'est pour ça que je te rejoins, Faisal. On est à plus de 3 000 milliards de dettes. Hein. C'est intenable. Alors, la France, excuse-moi, la France emprunte de l'argent à des taux qui ne sont même pas envisageables de rembourser. Ils le savent très bien qu'actuellement, ils ne pourront pas rembourser les emprunts qu'ils font. Mais pire que ça. Vous vous en rendez pas compte. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est la France actuellement sur cette politique économique où tu as eu 7 ans avec Bruno Le Maire a une gestion calamiteuse de l'économie nationale. C'est juste terrible. Les gens n'arrivent pas. Excuse-moi, les gens n'arrivent pas. Tu sais, là où tu comprends que l'économie est en train de vaciller, c'est quand dans un pays, tu n'arrives pas à vivre avec ton salaire. Il y a des gens qui sortent des repas. Les gens travaillent. Il y a énormément de gens, et j'en connais un bout, parce que j'ai commenté cette actualité pendant plus de 4 ans. Il y a des gens, ce sont des bosseurs, ils travaillent tous les jours, ils font même des heures sup, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur métier. Je ne te parle pas, attention, Selim, des chômeurs, des gens qui sont en situation de handicap ou des gens qui sont en situation de cessation de travailler par rapport à une obligation familiale ou quoi que ce soit. Je te parle de gens qui se lèvent tous les matins, qui vont à leur travail, qui bossent toute la journée, qui rentrent le soir fatigués, ils n'arrivent pas à vivre de leur salaire. Et tout le problème est là. C'est quand tu n'arrives plus à vivre de ton salaire, c'est que ton économie est vacillante. Alors, si vous permettez, des propos même du nouveau Premier ministre français, lors d'une confidence qu'il a fait et qui a été rapportée d'ailleurs par la presse française, il reconnaît découvrir une situation budgétaire et financière dramatique. Et il s'y attendait même pas personnellement. Un autre point aussi, parce qu'on a parlé brièvement de la nomination du gouvernement français, mais il faut rappeler que ça fait 2 mois que la France n'avait pas de gouvernement. Aujourd'hui, c'est 63e. Et ça commence à jaser entre Macron et son Premier ministre. Ça commence à jaser. Il y a, sur les 15 ministres entrants, vous en avez plus 12 à 13 qui sont de droite. Juste, c'est une petite aparté. C'est un scandale. Une petite aparté tout à l'heure quand je vous ai dit. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui n'est autre que Bruno Retailleau, parce que il a été nommé ministre de l'Intérieur. Voilà, et il a longuement fait état de l'hostilité vis-à-vis de l'Algérie. Et c'est ça qui. Moi, je voudrais, si vous permettez, puisque juste une chose, Salim.
Tout à l'heure, je vous ai parlé de souveraineté nationale. Pourquoi la souveraineté nationale et la souveraineté économique est importante? Pourquoi ne pas devoir d'argent à personne est importante? Regardez, aujourd'hui, l'Algérie, sur un plan de vue économique, ne doit d'argent à personne. Donc le président Tebboune a les mains libres pour gérer et choisir ses partenaires. Alors, choisir ses partenaires, gérer son économie, gérer à qui il vend, comment il vend et pourquoi il vend, donner en priorité, vendre, enfin donner, quand je vous dis, distribuer en priorité son argent à son peuple. Ne pas être obligé ne de pas se soumettre. Ne pas être obligé Qu'est-ce de qui se arrive soumettre, aujourd'hui c'est ça à qui est la important France? de dire. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à la France? Elle est sous diktat bruxellois de l'Union européenne. Elle ne décide plus de son économie, la France, aujourd'hui. Parce que c'est Bruxelles qui décide de l'économie française, parce que la France doit de l'argent à l'Union européenne. C'était comme de la Grèce par le passé. Merci beaucoup. Mehdi, moi je voudrais avoir votre réaction sur la déclaration aberrante de Sarah Knafo aujourd'hui sur RMC. On regarde la vidéo. On n'en est plus à une près. Justement, on regarde la vidéo et on revient au débat et je suis sûr que ça va être chaud. Manière de prendre le problème, des recettes supplémentaires. L'autre manière, c'est des dépenses en moins. Ça me paraît tellement plus logique. Oui, mais c'est-à-dire que pour le budget de l'État, alors là, je peux vous faire une liste longue comme le bras. Parce que personne, tout le monde dit il faut faire des économies, mais personne dit lesquelles. Alors moi, je vais vous dire, parce que pour le coup, c'est un sujet qui me passionne. J'étais magistrate à la Cour des comptes, c'était mon métier d'épingler les ministères et de voir où il y avait des dépenses. Si vous voulez, vous allez voir le budget de l'État, vous regardez ligne par ligne, et vous-même, autour de ce plateau, vous allez vous dire, mais c'est pas possible qu'on dépense autant dans ça. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'on donne 800 millions d'euros à l'Algérie en aide publique au développement? Est-ce que vous savez qu'on donne, chaque année, 120 millions d'euros d'aide publique au développement à la Chine, c'est-à-dire la première puissance économique du monde? On l'aide à se développer, nous la France. Alors qu'on est en train de faire des appels aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. Donc nous, on en est là, et on aide chaque année la Chine à se développer. Et alors pourquoi on n'arrive pas à couper tout ça, puisque effectivement ça paraît évident que on pourrait éviter de donner de l'argent à la Chine. Il y a des accords économiques. C'est toujours des accords aller-retour. C'est toujours aller-retour. Il y a jamais d'accords qui vont que dans un seul sens en fait. Alors, toutes les aides ont une contrepartie. Alors trouvez-moi la contrepartie algérienne. Là vous me prenez. Je vous mets au défi de me trouver de quelle manière l'Algérie contribue à l'économie française. Je n'ai pas la réponse là, mais les accords pour avoir. Je sais qu'il y a des accords toujours. Dans les accords, c'est toujours à double partie. Vous savez, c'est comme on a critiqué quand on a signé des accords pour l'exportation de nos produits ou pour l'importation de produits étrangers. Mais en fait, on exporte plus de produits agricoles qu'on en importe. Et grâce à ces accords, vous voyez. C'est un sujet totalement différent. Là, vous êtes en train de parler des accords de libre-échange. Moi, je vous parle de l'aide publique au développement. Oui. L'aide publique au développement, c'est-à-dire que c'est la France qui croit encore qu'elle est dans son rôle des années 60, d'aller aider les puissances émergentes du monde entier, mais qui n'a pas compris que la Chine n'était plus une puissance émergente, mais la première économie du monde. Et je vous mets au défi d'aller trouver typiquement sur le sujet de l'Algérie, sur les pays africains à qui on donne des milliards d'euros chaque année, d'aller me trouver la contrepartie que la France en retire. Justement, Sarah Knafo, même pas le fait de reprendre leur clandestin. Ouais. Alors de là à penser qu'ils nous donnent... Terrible et aberrant, ubuesque, comme diraient les Français, sur cette déclaration de Sarah Knafo, qui n'est autre que la femme d'Éric Zemmour, n'est-ce pas, Mehdi Ghazal? On n'est plus à une sottise près de la part de Madame Knafo, qui est maintenant députée européenne d'un parti qui s'appelle Reconquête, qui, je le rappelle, a fait, je crois, 0,7% aux dernières élections. Législatives, oui. n'existe presque pas. C'est un parti insignifiant. Qui est plus qu'insignifiant, où tout le monde a quitté ce parti lors des dernières élections législatives, où même la fille de Marine Le Pen qui les avait rejoints, la nièce de Marine Le Pen les avait rejoints, les a quittés, où il y a des guerres intestinales à l'intérieur qui sont des guerres d'ego. Donc pour revenir aux idioties de Mme Knafo, pour rester poli autour de la table. Donc chère Mme Knafo, je ne comprends pas d'où cette information vous sort, parce que quand j'ai consulté les différents sites qui parlent justement d'aide au développement de la France pour les pays africains et asiatiques, je n'ai vu en aucunement l'Algérie apparaître. Donner 800 millions d'euros
d'aide de développement à l'Algérie de la part d'un pays endetté à un pays qui n'est pas endetté, c'est juste d'une débilité aussi importante que la taille de son mensonge, mais on n'en est pas à un prêt avec le parti Reconquête. Et la deuxième des choses, chère Madame Knafo, je vous l'annonce aujourd'hui en direct sur le plateau d'Al 24, le 21 septembre à 23h48, qu'une plainte a été déposée, elle va être déposée lundi par l'État algérien à votre rencontre pour divulgation de fake news. Donc Madame Knafo, vous répondrez de vos fake news que vous dites sur un plateau des grandes gueules avec un ami à moi, Étienne Léby, qui a tout de suite compris la supercherie et l'aberration de ses propos. C'est pour ça qu'il lui a répondu d'une façon très honorable. Donc vous répondrez devant la justice, chère Madame Knafo, de votre mensonge éhonté par rapport au gouvernement algérien. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est une directive aussi du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, à chaque fois que des informations erronées seront émises à l'encontre de l'Algérie, peu importe dans le pays où la personne se trouve dans le monde, des actions en justice seront faites pour faire valoir le droit de réponse et la véracité des propos de chacun. Donc quand on parle, on assume ce qu'on dit. Et Madame Knafo, vous devrez répondre de votre message éhonté de 800 millions d'euros d'aide au développement, parce qu'en plus, elle s'est présentée comme une ancienne de la Cour des comptes et qu'elle avait les chiffres sous les yeux. Donc elle ramènera ces chiffres sous les yeux de 800 millions d'euros et on en parlera devant un tribunal. Chère Madame Knafo, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes qu'une menteuse. Point à la ligne. Voilà ce qui est dit. L'Algérie ne prend, pour l'histoire, ne prend pas de l'argent de l'aide, ce qui est appelé l'aide développement. Parce que c'est vrai qu'il y a une agence d'aide développement française, comme il y a en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un peu partout, qui, sous prétexte de donner de l'aide, etc., en profite en contrepartie de marchés dans les mines, dans le secteur des ports, etc. Et pour l'histoire, l'Algérie n'a pas pris de l'argent de développement ni de la France, ni d'aucun autre pays. D'ailleurs, l'Union européenne, à un moment donné, s'est plaint parce que l'Union européenne a des programmes d'aide aux étudiants, aux agriculteurs, etc. Et l'Algérie accepte qu'il y ait des formations, mais elle refuse de recevoir de l'argent parce que, comme l'a dit, si bien dit Mahdi, l'Algérie n'est pas un pays endetté. Moi, je voudrais bien, par contre, juste pour clôturer, je voudrais bien que Madame Knafo nous parle d'aide à l'armement, de l'aide de la France à l'armement pour des gouvernements. 2,27 milliards de dollars. Mais ça, par contre, on n'en parle pas. Parce que Mahdi vient d'aborder rapidement, mais vraiment très brièvement. Je vais me permettre humblement de poser une question à Madame Knafo, qui est d'ailleurs la concubine de Monsieur Zemmour. Ce serait intéressant qu'elle puisse éclairer les citoyens français de l'aide publique que la France réserve à l'antitessionniste. Elle, Madame Knafo, qui ne rate jamais une occasion de chanter les louanges de l'antitessionniste. Le développement, c'est en millions d'euros, pas jamais en milliards pour l'Afrique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc Knafo s'est trompé sur toute la ligne. Merci messieurs, cette émission est à présent terminée. Monsieur et Madame. Madame Yasmine, on n'a pas eu le temps de parler justement de Mordiane ce soir. Ça sera pour la prochaine fois. Figurez-vous que je me suis rendu compte. On n'a pas eu le temps finalement. Merci d'avoir été parmi nous ce soir pour suivre cette émission très importante de Hebdo Show. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.